Bonjour à toutes et tous. J'enlève le masque parce que je pense que nous sommes à bonne distance là. J'espère que vous allez bien. Voilà, mesdames, messieurs, je voulais simplement rendre compte de quelques dossiers et aussi de cette visite. Je tenais en effet à venir en Corse et à participer à plusieurs événements et plusieurs réunions indépendamment du Med 7 de cet après-midi parce que je considère que c'est à la fois mon rôle et aussi ce que je devais à l'ensemble des Corses. Hier, nous avons participé à une cérémonie patriotique et l'occasion nous a été donnée de rendre hommage à tous les combattants qui ont libéré l'île. Je le rappelle, premier territoire libéré. Et la cérémonie d'Ajaccio était à cet égard émouvante et j'ai pu hier soir aussi retracer la force et le sens de la libération de la Corse d'Ajaccio le 9 septembre au 4 octobre à Bastia, l'implication des résistants corses, l'implication de l'armée française, celle des Goumiers, et au fond tout le sens que porte, je crois, ce moment historique de la vie de l'île qui réconcilie à la fois l'engagement des patriotes de l'île, l'implication de toute la République et l'ouverture à la Méditerranée de celle-ci. Ce matin, j'ai eu l'occasion, après un dîner républicain hier soir, qui a permis, avec les contraintes sanitaires, d'échanger avec les parlementaires et plusieurs élus, d'avoir une discussion particulière donc avec le président Siméon, puis avec le président Siméon et Talamone sur les grands dossiers. Et je viens à l'instant d'ouvrir les travaux donc de la revue de projet. Je me rendrai dans un instant à Bonifacio pour faire avancer quelques dossiers culturels et touristiques. Mais je considérais qu'il était important aussi, avec les élus et avec l'ensemble des services de l'État, de faire le point sur l'agenda de l'ensemble des dossiers et la feuille de route qui avait été fixée en février 2018 à Bastia. Cette feuille de route est toujours valable, celle qui consiste à justement déployer l'ensemble de nos politiques publiques et à reconnaître la singularité de la Corse, toutes ces singularités, dans le cadre de la République. Alors cet exercice que nous avons conduit ce matin permet justement de faire le point sur à la fois la méthode décidée et aussi les résultats. Cette méthode, elle est partenariale entre administration centrale et services déconcentrés des différents ministères, sous l'autorité ici du préfet, avec une implication de la ministre Gouraud, qui tenait sa 12e revue de projet, partenariale aussi entre l'État et les élus locaux de l'île, qui, comme vous le savez, ont beaucoup de compétences particulières. Et cette revue de projet est un bon exemple de la mise en place de cette méthode. Nous avons su aussi innover ces derniers mois avec l'installation d'une conférence des maires qui s'est réunie de manière régulière et qui était l'une des conclusions du grand débat qui s'était tenu en Corse. 2 réunions de cette conférence des maires se sont tenues, l'une qui a permis d'avancer sur l'urbanisme, comme je m'y étais engagé. Une ingénierie est mise à disposition des communes pour l'élaboration des documents d'urbanisme. 12 en ont déjà bénéficié puisque c'est un sujet extrêmement prégnant sur l'île et un sujet qui a bloqué beaucoup d'avancées économiques et sociales. Une autre réunion de la conférence des maires s'est tenue sur le sujet de la sécurité. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, c'est cette manière de travailler ensemble qui nous a permis aussi des progrès majeurs. Et je veux revenir sur quelques-uns d'entre eux. En matière de sécurité, les choses ont avancé. Des équipes dédiées ont été créées pour mieux lutter contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. Comme vous le savez, j'ai souhaité, il y a maintenant un peu plus d'1 an, complètement transformer la lutte contre les stupéfiants et les trafics de drogue dans notre pays, en créant un organisme de coordination, l'OFAST. Il a une antenne locale qui a montré son efficacité, puisque sur les 6 premiers mois de l'année 2020, les résultats sont équivalents à ceux de l'intégralité de l'année 2019. La lutte contre les stupéfiants va se poursuivre. Des réseaux sont encore à l'œuvre, on le sait, sur l'île. Et c'est pourquoi le ministre de l'Intérieur m'accompagne avec la directrice de l'OFAST et permettra là aussi de faire un point sur l'ensemble des opérations prévues, mais aussi les redéploiements nécessaires.
La délinquance du quotidien est aussi mieux maîtrisée, la violence criminelle en voie de réduction, mais nous restons extrêmement vigilants. Vigilants parce que il est clair que la pression demeure, que nous voyons des velléités de retour du crime organisé et que les chiffres mesurés ne sauraient nous rendre trop optimistes et qu'il faut en la matière continuer à être très vigilant en soutien de l'ensemble des élus de la République, en soutien de l'ensemble des services de l'État, et c'est ce que j'ai demandé aussi au ministre, continuer à accompagner cette vigilance pour que les résultats s'améliorent. Il est clair que là aussi, nous devons renforcer la lutte contre la délinquance économique et la fraude, encore trop présente, et sur ce point, nous continuerons de mobiliser l'ensemble des services de l'État. Pour accompagner ce travail, le transfert de l'hôtel de police dans les locaux de l'ancien hôpital sera acté et il permettra de regrouper les services de l'État répartis aussi sur plusieurs sites dans Ajaccio sur un site unique, celui de l'actuel hôtel de police. Ce transfert et les travaux qui permettront de créer un nouvel hôtel de police seront inscrits sur justement les crédits du plan de relance et le ministre de l'Intérieur aura à conduire ce projet. En matière d'écologie et d'aménagement du territoire, la programmation pluriannuelle de l'énergie est quasi terminée, fait l'objet d'un consensus. L'appel d'offres sur le raccordement au gaz naturel est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et les opérations Grand Site qui visent à préserver les joyaux naturels et patrimoniaux corses sont en bonne voie. Je serai tout à l'heure à Bonifacio, comme je l'évoquais sur ce point. Sur le plan social, enfin, un effort important a été consenti avec le maintien du budget des missions locales et un accompagnement qui était légitime, là aussi sur ce sujet. Sur le sujet de la vie chère, l'autorité de la concurrence est en mission en ce moment même pour trouver les voies d'une baisse des prix, notamment du carburant et des transports maritimes. Elle aura à rendre un rapport en octobre et prendre des décisions dans les semaines qui suivront. Sur l'ensemble des sujets sur lesquels nous nous sommes engagés, il y a aussi des points sur lesquels nous devons et pouvons faire mieux, et sur lesquels, je le sais, des décisions sont attendues. La santé. Nous avons toutes et tous été fortement engagés ces derniers mois en matière de santé pour faire face au virus. Et je n'oublie pas combien la Corse était l'un des premiers territoires touchés dès le printemps dernier, et nous avons tous su faire face par des décisions vigoureuses qui ont été efficaces, par une mobilisation de l'ensemble des soignants, de tous les services de l'État et des élus, par une mobilisation de notre armée. Le tonnerre s'est mobilisé, qui a permis, là aussi, de conduire vers des hôpitaux, à Nice en particulier, à Marseille, plusieurs patients, une douzaine, et les résultats ont été bons. Le virus revient, qui a conduit, comme vous le savez, un classement en rouge, et donc à des décisions d'organisation ces dernières heures. Et nous continuerons d'être là, vigilants, présents sur le plan sanitaire. Mais sur le sujet de la santé, je m'étais aussi engagé en février à ce que l'État finance des décisions claires et des réaménagements. Il y a un sujet qui, depuis plusieurs années, est poussé par beaucoup d'associations de manière extrêmement légitime et qui touche la vie de beaucoup de familles corses. C'est le sujet de la prise en charge du deuxième accompagnant, en particulier lorsqu'un enfant a à être traité, à avoir des soins sur le continent. Je veux ici dire très solennellement que la prise en charge pérenne du deuxième accompagnant est acquise. Sera effectuée sur les crédits de l'assurance maladie sans que cela obère les budgets de l'action sociale des caisses primaires d'assurance maladie de Corse et que cette mesure entrera en vigueur avant la fin du mois de septembre. Je sais que c'est attendu par beaucoup de familles. Ce sera acté et toutes ces familles qui ont des jeunes de moins de 16 ans qui sont en affection longue durée ou en hospitalisation sur le continent seront ainsi accompagnés. Concernant Ajaccio, malgré les retards liés notamment au Covid, nous sommes proches du but. Beaucoup d'investissements ont été faits. Les investissements ont été faits par l'État, on le sait, sur l'hôpital. Il y a maintenant des investissements d'aménagement. J'ai eu l'occasion d'en parler avec l'ensemble des élus compétents. Ils seront finalisés tout prochainement.
Et il y a plusieurs décisions, j'y reviendrai si la question m'est posée, organisationnelles qui sont un préalable. Le ministre de la Santé et la directrice générale de l'ARS ont eu l'occasion d'y revenir, des transferts, des modalités d'organisation, mais tout est prêt pour que le site puisse entrer en vigueur prochainement et je pense que c'est une responsabilité collective. Des investissements inédits ont été faits, il faut qu'ils se traduisent maintenant de manière concrète. Concernant Bastia, le projet a peu avancé. L'État tiendra ses engagements. Il faut que maintenant l'ensemble des acteurs locaux se mettent d'accord et s'engagent parce qu'il en va de la qualité des soins en Corse. L'engagement avait été pris sur une enveloppe de 36 millions d'euros. Je vois des enveloppes qui aujourd'hui s'élèvent à près de 290 millions d'euros. Je ne pense pas que les seuls chiffres de l'inflation justifient ce changement. L'État sera au rendez-vous de ce qui doit être financé. Mais là aussi, je souhaite que dans les prochaines semaines, on puisse finaliser la copie. Et le ministre de la Santé se rendra avant la fin du mois d'octobre sur l'île pour finaliser tous ces dossiers et procéder donc aux dernières décisions. Sur l'économie, nous sommes au rendez-vous là aussi. Face à la crise du Covid, l'État a été présent. Nous savons que cette crise a touché très fortement des secteurs essentiels de l'île. Le tourisme au premier chef, qui représente de manière directe 30% du produit intérieur brut corse, beaucoup plus de manière indirecte. Le Covid a touché aussi le secteur du BTP, mais également de manière indirecte celui de l'agroalimentaire. 1,4 milliard d'euros ont été mobilisés, bénéficiant aux salariés, aux indépendants, aux entreprises à travers les mécanismes de chômage partiel, de fonds de solidarité ou de prêts garantis par l'État. Je veux ici dire que nous serons aussi au rendez-vous des prochains mois. Sur l'ensemble des secteurs qui sont touchés, nous pérenniserons jusqu'à la fin de l'année les mécanismes de chômage partiel. Nous sommes en train aussi de procéder à une analyse complète de l'ensemble des secteurs impactés par la reprise du virus. Ce matin même, le ministre Lemoine qui m'accompagne tiendra avec l'ensemble des acteurs du tourisme des assises pour regarder tout ce qui doit être fait pour accompagner là aussi ces secteurs. Et nous mettrons en place des mécanismes spécifiques, à la fois pour les prêts garantis de l'État, pour la poursuite du chômage partiel, pour les crédits d'impôt, pour accélérer la liquidation de ces derniers, mais pour accompagner les secteurs les plus touchés par la poursuite du virus. Je pense évidemment au secteur tourisme, hôtellerie, restauration, mais également au secteur de l'agroalimentaire. Et donc nous serons un accompagnement de manière très pragmatique et concrète sur les prochains mois pour poursuivre cet effort exceptionnel et éviter les défaillances d'entreprises qui seraient liées au virus. Au-delà de cet effort exceptionnel, l'État poursuit ce qu'il a décidé à travers le programme exceptionnel d'investissement. Vous le savez, c'est 1,96 milliard d'euros qui continue d'avancer, auquel il faut ajouter les 200 millions d'euros provenant de l'Europe. Cet effort massif se poursuivra dans l'avenir puisqu'un plan de transformation et d'investissement pour la Corse, avec un taux d'engagement de l'État pouvant aller jusqu'à 80%, a été acté et sera complété par les crédits du plan de relance ainsi que les crédits européens. Ce que nous avons décidé, c'est dans les prochaines semaines de mettre en place une programmation simplifiée où nous mettrons les crédits du plan de relance, les crédits justement du plan de transformation et d'investissement et les crédits mobilisés par l'Europe pour définir des priorités et accompagner justement les filières. Je pense à la filière agricole et les filières de circuit court, aux grandes filières économiques que je viens de rappeler, évidemment, tourisme, BTP, grands projets, mais également les filières qui vont souffrir du fait de la crise Covid et qui sont importantes sur le plan industriel, comme la filière aéronautique. Mais ce n'est pas l'État seul qui fera l'économie corse forte, ce sont les entrepreneurs corses. Et pour leur permettre d'innover, de se développer sur l'île, des pistes ont été esquissées il y a maintenant plus d'1 an en matière fiscale. La création d'une zone de développement prioritaire, la bonification des crédits d'impôt recherche et innovation. Nous attendons sur ce point de la collectivité territoriale de Corse qu'elle se prononce sur ces propositions pour qu'elles puissent se traduire de manière concrète. Nous serons aussi au rendez-vous de l'innovation en matière d'accompagnement. Je sais les ambitions sur le secteur du numérique et de la création de start-up. Là aussi, nous avons budgété ce qu'il faut et le plan de relance permet d'aller plus loin et plus fort aux côtés des entrepreneurs. Et je souhaite que nous puissions finaliser avec la collectivité territoriale, parce que nous avons besoin de son avis, les éléments fiscaux décidés, et nous serons aussi au rendez-vous des investissements. Je souhaite aussi que nous puissions faire mieux
sur le déploiement du très haut débit. Une enveloppe de 50 millions d'euros a été débloquée par l'État. Elle est aujourd'hui consommée simplement à 3%. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. Et donc il faut, avec les collectivités, mais aussi les entreprises qui ont pris justement leurs responsabilités, réussir à déployer beaucoup plus efficacement pour être au service de nos concitoyens. Mais je veux le dire aussi ici à toutes les Corses, l'État a fait ce qu'il devait faire. Nous ne pouvons ni nous substituer aux collectivités territoriales, ni nous substituer aux industriels. Sur le sujet du déchet, là aussi, nous devons et pouvons faire mieux. J'ai eu l'occasion de l'évoquer ce matin avec le président Simeone et le président Talamon. C'est une compétence décentralisée. C'est donc aux collectivités de prendre leurs responsabilités, d'investir rapidement dans de nouvelles capacités de stockage. Chacun sait que c'est indispensable si l'on veut éviter une facture trop importante. Compte tenu de la spécificité de l'île, la République sera en soutien. À la fois pour aider à la réduction du volume de déchets en amont et mieux trier. Des actions en ce sens sont prévues dans France Relance, pour apporter un soutien technique et financier aux solutions qui seront envisagées par les élus locaux. Les syndicats se sont mis en place avec des solutions concrètes. Je souhaite que l'ADEME puisse les accompagner là aussi de manière efficace. Mais l'État sera aussi au rendez-vous pour clarifier les règles de concurrence et accompagner la collectivité pour qu'il y ait une saine concurrence et aucun surpris, aucune surfacturation. C'est ce qui a été exprimé ce matin et on voit combien pour que l'économie fonctionne dans une île, il y a un besoin d'ordre public, il y a un besoin d'un cadre de concurrence clair, il y a un besoin de contrôle renforcé, c'est ce qui a été très clairement évoqué. Nous avons eu l'occasion aussi de revenir sur le sujet du foncier. Il y a aujourd'hui une spéculation foncière réelle, il y a aujourd'hui une activité touristique parallèle liée justement aussi à cette spéculation, dont les principales victimes sont les Corses. La réponse à cette situation n'est pas dans le statut de résident fiscal, je l'ai déjà dit. Elle est dans le renforcement des contrôles et elle est dans une régulation spécifique du foncier sur l'île. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés ensemble ce matin. C'est pourquoi j'ai mandaté le préfet pour faire des propositions très concrètes pour changer le cadre de gestion du foncier et pour permettre, de manière très claire, de lutter contre tous les effets de rente et de spéculation, pour permettre, d'une part, aux Corses de vivre normalement, dignement, et pour permettre aussi un développement économique harmonieux, sans spéculation, et évidemment en luttant contre l'économie parallèle. Enfin, j'aurai l'occasion dans quelques instants d'accompagner évidemment l'activité touristique à Bonifacio et l'activité culturelle, avec le label que nous allons signer pour la ville de Bonifacio, avec aussi les investissements qui sont faits en matière de tourisme. 150 millions d'euros ont été investis sur le tourisme depuis le début de la crise. Nous continuerons, je l'ai dit, d'accompagner les professionnels face à celle-ci, mais nous souhaitons aussi que des projets concrets et réalistes puissent être formalisés dans les prochaines semaines pour pouvoir être inscrits au programme de France Relance. C'est là aussi ce que nous devons à la Corse et ce qui permettra de déployer pleinement la réussite de l'île. Enfin, vous le savez, cet après-midi, nous aurons l'occasion de tenir un sommet Med7 à quelques kilomètres d'ici, ce qui sera l'occasion de tenir là aussi un engagement que j'avais pris en février 2018 à Bastia. Permettre de montrer la Corse au reste de l'Europe, au reste du monde, de reconnaître pleinement l'ancrage méditerranéen de la Corse. Nous aurons l'occasion d'ailleurs, et j'aurai l'occasion à cette réunion, de porter nos intérêts, notre vision du développement méditerranéen avec nos partenaires. Nous avons beaucoup échangé hier avec les élus sur ce point. La Corse a un rôle à jouer dans notre stratégie méditerranéenne. Les connexions entre les universités, la mobilité intra-méditerranéenne, le développement d'un tourisme méditerranéen. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels une meilleure connexion de la Corse avec d'autres îles, relevant d'autres États souverains, est pertinente. Et je souhaite que nous puissions développer ces projets. Nous aurons aussi l'occasion d'évoquer cet après-midi les grands sujets géopolitiques et de préparer le prochain Conseil européen. Définir une position commune sur la question turque,
et essayer de bâtir ce que j'ai pu appeler cette Pax Mediterranea, c'est-à-dire le cadre d'un développement harmonieux de la Méditerranée, où il nous faut avoir une position européenne claire sur les questions énergétiques, sur les questions stratégiques. Ce n'est pas une question que nous pouvons déléguer simplement à l'OTAN, c'est une question sur laquelle les pays européens doivent avoir une position forte, et ensuite discuter avec l'ensemble de nos partenaires. Nous devons avancer sur la question migratoire, où là aussi il faut une approche d'un meilleur contrôle, mais une approche partenariale avec les pays de transit et de départ de l'autre côté de la rive, et d'accompagnement. Et nous évoquerons aussi plusieurs sujets de solidarité, en particulier avec la Grèce. Vous savez que la Grèce est touchée aujourd'hui de manière très dure, elle est touchée par le phénomène migratoire, mais elle a aussi à vivre aujourd'hui des incendies extrêmement cruels. Et donc nous sommes, avec l'Allemagne en particulier, en train de nous coordonner pour apporter la bonne réponse de solidarité à la Grèce. Et j'aurai l'occasion cet après-midi d'y revenir. Je ne suis pas exhaustif parce que j'aurai l'occasion cet après-midi, lors de la conférence de presse du Med7, de revenir sur tous les dossiers que nous aurons à évoquer. Mais vous comprenez que ce sommet Med7 qui se tient en Corse aujourd'hui a un sens tout particulier, pas simplement celui du symbole, mais de l'ambition que nous portons pour cette place dans la Méditerranée de la Corse et donc de la France. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, bonjour. Dominique Moret, rédacteur à France 3 Corse. Vous avez évoqué 1,4 milliard d'euros. Cet argent, une partie, c'est des prêts garantis que les banques ont financés, donc que l'État garantit. Une partie sont des dispositifs déjà payés ou déjà existants. Dernièrement, les chefs d'entreprise disaient que pour relancer l'économie corse, il fallait 2,5 milliards d'euros, dont 500 millions d'euros tout de suite. Ma question est double. Est-ce que vous êtes prêt à accéder à cette demande? Et comment faire pour que l'argent public qui sera versé ne soit pas capté par le grand banditisme qui a infiltré en partie l'économie insulaire? D'abord, précisément, en ne cédant pas à des demandes et en ne signant pas de chèques en blanc. Parce que si on signe des gros chèques en blanc à des demandes qui ne sont pas forcément motivées, c'est là qu'on risque de capter les choses. Donc on a une approche très pragmatique, qui est une approche qui consiste à aider les salariés et les entrepreneurs. Et donc dans les secteurs qui vont continuer à être touchés par le Covid, soit parce que leur activité sera à nouveau fermée, par exemple on le sait, les discothèques ne peuvent pas rouvrir, je sais la grande difficulté que ça cause, parce qu'on sait aussi que le secteur de la restauration, du tourisme, va être touché immanquablement en septembre-octobre, il y a une réponse d'urgence. Et donc on va là continuer à avoir des mécanismes de chômage partiel très généreux et exceptionnels, jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est de l'argent qui va directement pour aider l'entreprise et pour aider le salarié. Pour qu'il ne perde pas son emploi, mais qu'il puisse continuer à avoir la quasi-totalité, on est à 84%, c'est inédit, de son salaire, alors même qu'il ne travaille plus ou quasiment plus. Ensuite, on a pour les indépendants ce fonds de solidarité qu'on va continuer à activer sur les secteurs qui sont touchés, pour là aussi permettre, sur la base de justificatifs, de dire quand vous perdez de l'activité, on vous aide et on évite la défaillance. On a ensuite ces prêts garantis par l'État, qui sont, vous l'avez dit, donnés par les banques, mais sur la base d'une garantie souvent apportée par l'État à travers BPI, la Banque publique d'investissement, et qui fait que les taux sont très mesurés. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois? Continuer ces mécanismes, donc, pour tous les secteurs qui le justifient. Et avoir un accompagnement spécifique en Corse pour les secteurs qui sont plus touchés que sur le continent. Je prends l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est très dépendant du tourisme en Corse. Nous devons avoir une réponse spécifique d'accompagnement. Et là-dessus, ça va se regarder entreprise par entreprise. On va regarder les résultats des années précédentes. Et on va regarder la perte de résultats et les accompagner sur la perte de résultats. Donc moi, ce que je veux, c'est que l'État soit au rendez-vous de ces exigences. Pas pour signer des chèques en blanc parce qu'on prend les risques sinon que vous évoquez. Vous avez totalement raison. Mais pour dire, il ne doit pas y avoir de défaillance d'entreprise qui soit liée au Covid. Et donc, c'est du cas par cas. Il va y avoir des commissions départementales qui vont être mises en place avec tous les services de l'État. On aura des mécanismes spécifiques de soutien de l'activité. On regardera et on vérifiera les bilans entreprise par entreprise pour, de manière très simple et très rapide, accompagner évidemment celle qui en a besoin, mais pas signer des chèques en blanc. Ensuite, il y a la relance, qui a été présentée par le gouvernement et qui doit être déclinée
localement. Et là aussi, on le fera politique par politique, filière par filière, en regardant les projets de manière concrète. Mais je crois qu'il faut être très concret, très pragmatique. Le gouvernement a présenté des enveloppes d'ensemble pour le territoire, il faut les décliner localement, mais il ne faut pas simplement rester au grand chiffre, il faut accompagner le quotidien de la vie des entrepreneurs, des salariés, de nos concitoyens. Voilà l'esprit dans lequel on avancera. On ne laissera tomber personne à cause du Covid, mais on ne va pas aider indûment des gens dont l'activité n'est pas impactée à cause du Covid, et on sera très vigilant pour qu'aucune aide n'aille à de l'économie parallèle ou des réseaux que vous avez dénoncés à juste titre et que je condamne aussi, et sur lesquels nous allons plutôt renforcer, comme vous l'avez compris, les mécanismes de contrôle. Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coache, BFM TV. Jean-François Delfraissy affirme que le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les 10 jours. Est-ce que le Conseil scientifique sort de son rôle avec ce type de déclaration, notamment lorsqu'il sous-entend que votre gestion n'a pas toujours été à la hauteur, et est-ce que vous confirmez que la situation actuelle nécessite un durcissement des mesures? Si oui, dans quel secteur en particulier? Merci. Je n'ai pas à commenter des propos qui sont tenus par le Conseil scientifique. Et je crois qu'il est bon que ce Conseil ait une liberté qui est celle de l'expertise scientifique. Je pense qu'il faut ramener chaque chose dans son cadre, vous savez. Nous avons à lutter contre un virus. Il est normal d'être éclairé par la science. Et il est d'ailleurs bon de reconnaître qu'il n'y a pas toujours eu de consensus scientifique sur la réalité du virus, son évolution, ses caractéristiques. Et nous avons d'ailleurs à prendre des décisions avec cette incertitude de la science et parfois ces controverses scientifiques. Il y a un conseil qui est là, il donne un avis scientifique. Et après, il y a des dirigeants qui sont démocratiquement élus qui prennent des décisions pour la vie du pays. Nous ne sommes ni dans le gouvernement des scientifiques, ni dans le gouvernement de l'à peu près. On est éclairé de manière transparente, et vous avez l'information en même temps que nous par un conseil scientifique. Il y a aussi des directions du ministère de la Santé qui travaillent. Et puis ensuite, nous avons des décisions à prendre, qui sont, comme je le dis, éclairées, mais qui ne sont pas simplement des décisions scientifiques. Parce que la vie du pays ne peut pas se réduire à cela. On prend en compte la part d'incertitude, les réalités, mais aussi les autres impacts. Et on l'a vu au moment du confinement. Quand on prend des décisions pour lutter contre le virus, lorsqu'on a confiné, on le sait bien, des conséquences très négatives pour la santé aussi et d'autres pathologies, pour l'éducation, pour la vie sociale. Donc on doit peser à chaque fois tout cela, avec toujours l'incertitude qui demeure. Donc oui, nous aurons au Conseil de défense de vendredi des décisions à prendre, comme à chaque fois. Et j'ai à chaque fois, avec le Premier ministre et le gouvernement, pris mes responsabilités en essayant d'être le plus transparent, le plus clair possible. Ce que nous devons faire, c'est nous adapter à l'évolution du virus, c'est essayer de ralentir au maximum et de stopper la circulation de celui-ci, avec les gestes barrières que nous respectons, avec l'organisation de la vie sociale que nous devons adapter. Mais je crois que nous devons le faire en permettant de continuer à vivre, c'est-à-dire d'éduquer nos enfants, de soigner les autres pathologies, de protéger les autres patients, et d'avoir aussi une vie économique et sociale qui d'ailleurs nous permet ensuite de nous payer la protection que nous avons. Et donc nous aurons des décisions pour nous adapter. Ce que je souhaite, c'est donner de la visibilité sur les prochaines semaines par les décisions de demain. Donc je pense que le Conseil scientifique, il est dans son rôle, qui est technique. Nous serons dans le nôtre, qui est démocratique, politique au sens plein du terme. Ça n'appelle pas d'autres commentaires. Le virus circule beaucoup. Le gouvernement l'a toujours dit, et je l'ai dit aussi avec beaucoup de force. Nous avons pris les décisions qui s'imposaient, nous continuons de le prendre. Elles sont déclinées territorialement, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous continuerons de prendre les décisions qui conviennent, en appelant aussi chacun de nos concitoyens à leur part de responsabilité, parce que nous sommes tous et toutes les dépositaires de cette lutte contre le virus. Par notre discipline, en respectant les gestes barrières, par notre discipline aussi dans la vie familiale et plus intime, parce qu'on ne doit pas les oublier dans ces moments-là. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contamination dans les événements familiaux, dans les événements qui ne sont pas forcément, je dirais, vus en public, et donc où la pression parfois se relâche. Si nous avons tous et toutes cette discipline, je pense que nous pouvons faire face. Nous aurons des décisions à prendre. Mais voilà, il faut, je pense, continuer à être exigeant,
réaliste, sans céder à quelque panique que ce soit. Good morning, Mr. President. Annelise Borges for Euronews. J'ai deux questions pour vous. La première sur l'incendie des camps de réfugiés à Moria sur l'île de Lesbos. Vous avez dit que la France sera au rendez-vous de la solidarité avec la Grèce. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça concrètement? Est-ce que la France pourrait accueillir, par exemple, des réfugiés parmi les 12 000 que se trouvent sur l'île actuellement? Et une deuxième question sur les tensions en Méditerranée orientale. Vous, si je comprends bien, vous avez énormément investi dans le dialogue avec le président turc. Vous l'avez souvent au téléphone pour des longues conversations. On a l'impression que ce dialogue-là ne marche plus en ce moment. Quelles sont concrètement les mesures de pression dont vous disposez actuellement? Des sanctions, de suspension de projets d'adhésion de la Turquie par exemple, projet d'armement de la Grèce. Et est-ce que vous avez un message à faire passer au président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan? Sur votre premier sujet, oui. Nous avons échangé hier avec Madame la chancelière Merkel. Et nous avons eu des échanges avec le Premier ministre Mitsotakis. Je le retrouverai tout à l'heure, d'ailleurs juste avant notre sommet du Med7. Et nous souhaitons, Allemagne et France, mais avec plusieurs autres pays européens et en lien avec la Commission, être au rendez-vous de la solidarité européenne avec la Grèce. Vous l'avez dit, des images terribles et une réalité terrible est là avec ces incendies, alors même que plusieurs enfants, femmes et hommes, sont aujourd'hui dans des camps, dans des conditions absolument terribles. Nous devons être solidaires de la Grèce et aussi à la hauteur des valeurs qui sont celles de l'Europe. C'est pourquoi nous sommes en train de nous coordonner pour faire une proposition, Allemagne, France, et essayer d'engager le maximum de pays européens pour accueillir des réfugiés, en particulier des mineurs qui sont aujourd'hui dans ces camps, en fonction aussi des demandes qui seront formulées par le gouvernement grec. Donc les prochaines heures nous permettront de finaliser en lien avec la Grèce les besoins et une première réponse coordonnée franco-allemande, en espérant entraîner le maximum d'autres pays européens dans cette solidarité qui est totalement légitime. Ensuite, sur la situation en Méditerranée orientale que vous avez évoquée, force est de constater qu'aujourd'hui la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région. La Turquie est un allié de l'OTAN, mais un allié de l'OTAN qui a eu des pratiques inacceptables sur les côtes libyennes à l'égard du Courbet, qui opérait donc sur ces côtes sous commandement OTAN. La Turquie a signé des accords inacceptables avec le gouvernement d'entente nationale libyen niant les droits légitimes de la Grèce. La Turquie a des pratiques de forage en zone chypriote, en zone économique exclusive, qui sont aujourd'hui inacceptables et multiplie les provocations dans des termes d'ailleurs qui ne sont pas dignes d'un grand État. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Et je pense, quand je parle d'une Pax Mediterranea, elle doit aller avec la capacité à trouver un modus vivendi avec la Turquie. Mais nous devons, nous Européens, être clairs et fermes avec non pas la Turquie comme nation ou comme peuple, mais avec le gouvernement du président Erdogan, qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles, et je n'en ai cité qu'une partie. Je n'ai évidemment pas parlé des actes unilatéraux et des provocations de cet été à l'égard de la Grèce. Nos lignes rouges sont simples. Le respect de la souveraineté de tout État membre européen, le respect du droit international, la condamnation de tous les actes unilatéraux. Notre volonté, c'est d'éviter toute escalade. Mais éviter l'escalade ne doit pas signifier la passivité ou l'acceptation. Les lignes rouges sont celles que je viens d'évoquer. L'objectif, c'est une concorde. Il appartient à la Turquie aujourd'hui de clarifier ses intentions. Et donc ce que je souhaite, c'est que cet après-midi, nous, les 7 Européens, puissions dégager des lignes de force sur nos lignes rouges, ce que nous souhaitons faire pour réengager un dialogue avec la Turquie, de manière réaliste, c'est-à-dire ce que nous sommes prêts à faire et ce que nous demandons en face de cela, mais avec des préconditions sur lesquelles nous serons intraitables et qui ne sont pas conditionnelles. C'est celle que je viens d'évoquer. Et je souhaite ensuite qu'au niveau européen, nous puissions avoir la même clarté. L'Europe doit avoir une voix plus unie et plus claire. La France a une position, ces derniers mois, constante.
non pas une position de l'escalade. Beaucoup ont voulu nous renvoyer dos à dos avec la Turquie. La France n'a jamais conduit quelque acte unilatéral que ce soit sur les eaux territoriales ou les zones économiques exclusives de quelque État que ce soit. Nous avons simplement marqué notre soutien à des États membres de l'Union européenne lorsque des actes unilatéraux de provocation étaient conduits par la Turquie. C'est très différent. Nous avons simplement dit qu'il y a des lignes rouges. Voilà. Donc voilà, mon souhait est celui que je viens d'évoquer. J'espère que les discussions de cet après-midi, je n'en doute pas, nous permettront d'avancer sur une position commune. Et mon souhait profond est de réengager un dialogue fécond avec la Turquie, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que nous tous, méditerranéens, avons besoin de vivre en paix et de retrouver le sens de cette Mare Nostrum, qui est plutôt celui des échanges intellectuels, académiques, de l'échange libre de population, de réussir à construire des voies apaisées aussi de la circulation d'énergie, et non pas celui de la conflictualité. Mais il appartient à la Turquie de se conformer à cela. Non, les messages, je les passe toujours directement. Donc, je vous ai dit quelle était la position de la France, celle que nous allons défendre. Nous aurons ce soir une position commune, des lignes communes après le Conseil européen. Quant au message que j'adresse au président turc, je les lui adresse toujours en direct. Mais je dis la même chose en privé que ce que je dis en public. Je vais devoir filer pour me rendre à Bonifacio, j'espère avec beaucoup d'entre vous. Et je vous retrouve tout à l'heure, de toute façon, pour la conférence de presse Med7. Merci beaucoup.